Dans Dark Souls, la célèbre série d'action RPG parue chez From Software, la mort est traitée comme une mécanique de jeu. Rude, impitoyable, fréquente, elle oblige les joueurs à adapter sans cesse leur stratégie pour progresser. Au fur et à mesure, la mort devient habituelle. On se désensibilise de voir notre personnage périr. A l'inverse, en jeu de rôle, on tient tellement à son perso qu'on cherche à tout prix à lui éviter la mort, quitte à trahir la logique de son RP. En effet, la mort est un événement qui met en péril notre cohérence RP. Souvent, la personne derrière le personnage veut tout mettre en œuvre pour éviter le trépas. Rester purement RP lorsqu'un risque sérieux pèse sur son perso, c'est une ligne que bien peu arrivent à tenir. C'est compréhensible après tout. On injecte beaucoup de nous-mêmes dans nos persos et on souhaite qu'ils vivent le plus longtemps possible. Car voir disparaître ces petits morceaux de nous-mêmes est quelquefois une épreuve bien plus difficile qu'on ne le voudrait. Là encore, les répercussions RP sont majeures. Dans beaucoup de JDR, la perte d'un compagnon est une réalité incontournable. On ne se verrait pas évacuer la question du deuil. Pourtant, par volonté de réalisme, on risque de s'enliser dans de longues heures de tristesse. Le décès d'un compagnon peut souvent être un axe de transformation pour nos personnages. Il faut se méfier de la caricature. En bref, réussir la vie de son perso, c'est bien. Mais réussir sa mort, c'est sûrement le plus compliqué. Moi, c'est Mathias. J'ai l'habitude de tromper la mort, et elle n'aime pas beaucoup ça. Moi, c'est Grim, et mon truc, c'est plutôt de mourir et réessayer. Moi, c'est PL. J'ai l'habitude des trompettes de la mort et j'aime beaucoup ça. Alors, vous venez d'être réduit en cendres par une méchante boule de feu ? Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur la mort. Comment qu'on traite d'un décès dans nos parties ? Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Et on continue dans la lignée de la violence avec un épisode discussion. À savoir qu'ici, on va surtout traiter de la mort de personnages de campagne longue, moins de one-shot, même si on les mentionnera. Alors, on va commencer avec cette question. Quel est notre rapport à la mort dans le JDR ? Et surtout, est-il si différent de celui qu'on a IRL ? Puisque forcément, ça entre, on doit aussi y réfléchir à ça, puisque entre entre l'IRL et le réel, entre l'IRL, putain, j'y arrive plus, entre l'IRL et l'irréel, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change ? Là encore, on est typiquement sur une thématique où il y a un miroir. Ce qu'on peut apprécier en jeu de rôle, en tout cas nous, ce qu'on aime bien, c'est d'explorer des sensations, faire de l'interprétation pour essayer de se mettre dans certaines dispositions psychologiques, d'essayer de vivre, c'est un peu triste dit comme ça, mais par procuration, des aventures qu'on ne pourrait pas ou qu'on ne vivrait pas en vrai. Et là encore, on est obligé de se raccrocher à des repères, au fond, parfaitement réels. Et la mort en est un très puissant, je pense. C'est vrai que c'est un élément marquant, pourtant qui n'arrive pas si souvent que ça dans les parties, en fait. Du coup, quand on joue un jeu sur une longue durée et qu'on voit ce personnage qu'on a mis des heures à bâtir brique par brique, qui s'effondre sous nos yeux. Ah oui, mais c'est là où ça nous renvoie, pourquoi on a cette crainte au fond de voir cette chose arriver, parce que ça renvoie quand même à quelque chose d'extrêmement primitif. C'est une peur qui est très ancrée dans la réalité, la peur de la mort. C'est pas forcément une peur panique, une peur pathologique, de la thanatophobie, on dirait. C'est pas quelque chose qui nous angoisse nécessairement chaque jour, mais c'est quelque chose qui est là. Parce que si on est sûr d'une chose, c'est qu'un jour ça va finir et qu'a priori on y passera tous, quoi. Après, oui, c'est certes un événement marquant et sur lequel on se focalise beaucoup, mais dans le cadre du JDR, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce détachement vis-à-vis de ça, parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler le mur de la fiction, qui permet justement de rationaliser autrement la mort, finalement de la rationaliser tout court, là où ça peut être ça peut être juste une peur due à l'incompréhension. On se dit la mort c'est une rupture définitive avec le monde réel, là où dans le JDR cette rupture on la sent pas forcément de la même manière. En tout cas c'est l'impression que ça donne. Peut-être qu'on la ressent de façon moins puissante, mais comme tu dis, c'est encore une fois la distance liée à la fiction qui permet ça. Ça fait écho à ce qu'on a déjà dit dans d'autres épisodes, mais la fiction, elle permet toujours d'avoir une forme de retrait et un regard beaucoup plus détaché sur les choses, tu l'as dit. Pour autant, j'ai quand même le sentiment, pour l'avoir ressenti moi-même, mais pas que, c'est des questions qu'on a pu explorer déjà, nous, à part dans d'autres discussions. J'en ai parlé pas mal sur Twitter, en interrogeant les gens aussi. J'ai quand même l'impression que les gens réagissent
super mal quoi, à la mort de leur personnage. Au moins la première fois, quand il y a une forme de peut-être de nouveauté, j'ai l'impression qu'il y a un attachement profond qui rend très difficile cette rupture-là. Distance de fiction ou pas, j'ai l'impression que c'est un sujet délicat. Ouais, c'est vrai que quand on a passé énormément de temps à créer et faire évoluer son personnage, au-delà, enfin bon, on peut déjà avoir les boules de se dire que bon, ok, on a passé beaucoup de temps et ça y est, c'est fini quoi. On jette ce pourquoi on s'est investi pendant hyper longtemps, mais je pense que il y a aussi ce côté un peu intime de, on l'a tellement interprété que on est devenu une partie de lui tout autant qu'il est une partie de nous parce que on s'inspire de nous-mêmes, de notre propre manie pour créer nos persos, et finalement quand on a un personnage qui a une psyché un petit peu différente de la nôtre, on finit indéniablement par se laisser investir par lui. Carrément. Ouais. C'est vrai que, faut toujours, je pense que c'est toujours important de garder à l'esprit que les personnages qu'on crée, c'est toujours des concepts et que on n'écrit jamais pour rien, en tout cas. Enfin, la déception est pas forcément tant d'avoir écrit quelque chose, puisqu'on peut le réutiliser plus tard. Ça peut être un autre personnage dans une autre campagne, dans un autre univers. C'est vrai. Qui reviendrait. C'est vrai, mais là, t'opères déjà un détachement. Déjà, enfin. Oui. Et je pense que tu as raison sur le fond. C'est-à-dire qu'il faudrait voir ces créations comme des concepts réutilisables. Comme tu dis, c'est pas inutile. Mais c'est peut-être moi qui suis en tort, mais à chaque fois que j'ai joué un perso, il existe en fait, avec son identité. Ah mais c'est pas parce que je dis ça que moi je l'ai mal vécu, hein, mon dernier perso qui est mort. Ah bah voilà. Je trouve que c'est vachement difficile d'avoir c'est là où c'est paradoxal, c'est que en même temps la fiction permet d'avoir un retrait, mais en même temps individuellement, c'est vachement difficile d'accepter, je trouve. La mort de son perso, ou la mort d'un PNJ ou d'un compagnon qu'on adore. Hein. Oui, c'est vrai qu'un PNJ qui nous a accompagnés pendant longtemps aussi, c'est toujours... on l'incarne finalement... on est content de le voir avec nous. Je pense que le MJ prend un peu plaisir aussi à l'incarner et à le faire évoluer au contact des joueurs. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que la perte de ce perso, la façon de l'accueillir, ça dépend aussi de... ça dépend clairement de ton expérience en tant que joueur. C'est-à-dire si tu as fait beaucoup de personnages, beaucoup de parties dans différents univers, tu sais déjà que quand tu crées un perso, même s'il est voué à durer dans une campagne, tu en as déjà fait d'autres et tu sais qu'il va indéniablement mourir à un moment. Et tu peux t'y préparer, justement, tu as ce détachement-là un peu de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a une jauge qui est directement liée à ton nombre de persos, j'imagine. Enfin, je suis en train de l'imaginer. C'est au tout début, ton perso... c'est toi et mourir, le perdre, c'est impensable et tu pars en dépression et tu t'arrêtes le jeu de rôle du jour au lendemain. Et puis quand on te propose de refaire autre chose, t'es ok. Et puis au bout de 10 persos qui sont peut-être pas tous morts, mais en tout cas quelques-uns, il y a un recul qui s'opère et tu te dis ok, ça va. Et j'ai l'impression que quand tu t'écartes de cette notion-là aussi, c'est là où tu te permets plus de choses, peut-être des choses plus risquées, parce que tu sais que la mort d'un perso, ok, c'est chiant, tu vas passer peut-être 1 heure à refaire tes stats, mais à part ça, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est la force de l'expérience au fond. Alors, on notera quand même qu'après la jauge de faim, de soif et de vie, il y a la jauge de perso. C'est ça. Si tu cumules à chaque fois que t'as un perso qui meurt, hop, tu dois remplir la jauge. Non, c'est vrai. Et puis, ce que tu dis aussi, qui est vachement important, je trouve, c'est que au fond, dans la plupart des jeux de rôle, on connaît le contrat, quoi. Tu sais que quand tu vas jouer à Warhammer, à D&D, dans n'importe quel jeu médiéval, fantastique, futuriste, tout ce que tu veux, tu sais que généralement c'est pour te foutre au travers du danger. Tu sais très bien que ça va mal finir, c'est évident. Mais il y a cet espoir sans doute un peu humain que ça va pas nous arriver à nous, en tout cas pas à notre perso, ou en tout cas qu'on veut que ça dure le plus longtemps possible. Oui, ou qu'on arrivera à réchapper suffisamment à la mort pour devenir des demi-dieux et ne plus rien craindre, quoi qu'il arrive, quoi. Exactement. Mais je trouve que c'est extrêmement difficile de réussir à faire la part des choses. Encore une fois, ça dépend vachement des jeux, de la longueur aussi, parce que plus le perso est joué longtemps, plus on s'attache, hein. C'est la durée aussi qui implique ça. Mais je trouve que c'est extrêmement difficile d'opérer cette vue du dessus et se dire c'est le jeu au fond,
il est mort comme il a vécu, c'est-à-dire comme une merde. Non, mais enfin, c'est ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'il faut tendre vers ça. Mais c'est loin d'être simple. Hein. Oui, après, c'est encore plus difficile de se détacher en comparaison à des jeux, à des wargames par exemple, où c'est des figurines. En fait, c'est quelque chose qui est physiquement détaché de toi. Donc, et en général, les wargames. Enfin, les représentations de guerre, t'as je sais pas, 200 figurines. Bon, tu en perdre une, à part. Te niquer ta stratégie, c'est pas. Oui, ça n'a pas d'importance, mais elles sont moins incarnées aussi, généralement. Ouais, ces petits personnages, on leur a pas insufflé la même vie qu'à nos persos de JDR. Mais c'est pour ça, c'est justement ce que je disais, c'est que le fait que ce soit physiquement représenté en dehors de soi, ça casse un petit peu complètement l'investissement, je pense. Je trouve aussi, ouais. Ouais, alors après, sur des armées, des choses comme ça, il y a. Je vais faire un parallèle avec le jeu vidéo pour du wargame, mais c'est vrai qu'il y a quand même des jeux qui jouent avec ça. Bon, les personnages sont tous un peu incarnés, mais typiquement les Fire Emblem, c'est des jeux de stratégie où quand un perso meurt, et il est mort et c'est fini. Et je pense que avant de faire du jeu de rôle, c'est la première fois que j'ai commencé à être vraiment touché par ça. C'est vrai. Et à me dire. Ok, j'arrête de jouer. Je ne veux plus vivre ça. Ah non, mais c'est insupportable. Non, c'est vrai que c'est dur. Et en plus, comme c'est de la stratégie au tour par tour, tu rates un move, tu vois le percer et tu sais que c'est fini. Ah oui, c'est. Non, j'ai fait une mauvaise action ce tour-ci. Ah, c'est mort. Ah, j'ai perdu. Non, mais voilà, je pense que c'est finalement le revers de la médaille de cette activité qui fait que plus on s'investit dans un personnage, plus on aime faire du jeu de rôle. En tout cas, de la façon dont on a de le pratiquer, nous, c'est plutôt comme ça. Plus on l'écrit, plus on y met de l'énergie, plus on le crée, on le façonne, plus on est à fond, mais plus dur est la chute quand vient l'heure de rendre les armes pour la dernière fois. Et c'est pas simple. Mais honnêtement, par exemple, c'est intéressant ça, PL, tu parlais du fait de s'habituer finalement à créer des personnages, à les voir vivre et mourir. Mais autour de moi, je crois que je connais assez peu de personnes qui s'en foutent quand leur perso meurt. Bon, voilà, il est mort, tout va bien, quoi. Ah oui, non, à moins que la personne en ait déjà marre de ce personnage et dise... Là, c'est différent. Mais c'est vrai que c'est rarement... Et je pense que même dans ce genre de situation, il y a quand même un petit bon... je l'abandonne, il meurt, bon, ok, bon, j'aurais peut-être pas voulu qu'il finisse comme ça, j'aurais peut-être pu juste partir et j'aurais refait un autre perso. Ouais, c'est ça, pourquoi tu l'as fait crever comme une merde, piétiné par une armée de blancs. C'est pas très sympa. Non. Mais bon, heureusement que pour pallier un petit peu ces événements tragiques, ou en tout cas les repousser, on va dire, on a inventé cette magnifique chose qui est le point de destin. Ah voilà, Petit mot sur le point de destin. Ouais, le point de destin ou toute autre mécanique qui permet de repousser la mort un peu plus loin tout en faisant prendre conscience aux joueurs qu'elle se rapproche à grands pas. Bon alors, là on est clairement dans finalement quelque chose d'artificiel, c'est pas forcément négatif quand je dis artificiel, c'est-à-dire propre aux mécaniques de jeu. C'est moins lié à l'interprétation finalement qu'à la façon dont le jeu fonctionne. Mais ça a pour effet quand même de nous faire prendre conscience que ces points extrêmement précieux se dépensent en général pour nous faire échapper à une mort certaine. C'est là que je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est pas lié au RP, parce qu'au contraire, j'ai l'impression que plus on voit ce décompte de points de destin qui sont un petit peu notre jauge de là c'est la merde, là c'est encore plus la merde, là c'est critique. Plus on va se rapprocher d'une interprétation réaliste de ce que ça peut être de se retrouver face à la mort. C'est-à-dire que t'as des points de destin, ok, tu tentes des trucs durs, ok, tu rates, je dépense un point de destin, on trouve un subterfuge dans narratif pour que ça passe, et tu continues l'action ou l'histoire ou quoi que ce soit, mais quand tu vois que tu es à court de munitions dans ce domaine-là, tu es obligé d'envisager la mort comme une réalité si tu tiens vraiment à ton personnage, si tu t'es investi assez pour te dire ok, là, si je fais le guignol, si je suis pas sérieux, c'est la fin. Et j'ai l'impression que le point de destin, c'est un peu cette jauge d'implication RP, quoi. Moi je perçois ça un peu comme une espèce d'apprentissage en fait.
c'est comme les enfants, ça court partout, ça fait n'importe quoi, puis là il se casse la gueule et il se met à pleurer, il comprend pas, puis après il fait un peu moins n'importe quoi parce qu'il voit qu'il s'est cassé la gueule et que ça peut faire mal. Tu vois, mon chéri, tu as perdu un point de destin à force de faire des conneries. C'est pas aussi violent, mais enfin même adulte, c'est typiquement quand tu fais du roller ou des choses comme ça, tu peux faire un peu n'importe quoi tant que tu t'es pas cassé la gueule, tu te dis ouais ça va, ça passe, puis le jour où tu te vautres et que tu te pètes un bras parce que t'es vraiment mal tombé, là la fois suivante quand tu remontes sur tes rollers, t'as les jambes qui tremblent un peu et puis tu es un peu plus hésitant quoi. Ou alors tu deviens un cultiste de Rakdos, voilà. tu apprends. Mais tu apprends et puis à force de tomber, tu finis par te rendre compte que ok, y a des choses qui se maîtrisent et que tu peux tomber mieux. Mais du coup, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que t'as raison, hein, ça a des répercussions évidemment RP, ou en tout cas ça force l'implication, ça force à se rendre compte qu'on n'est pas tout puissant, parce que c'est aussi le défaut, je trouve, hein, enfin le défaut, j'en sais rien, ça se débat en fait, mais il y a beaucoup de jeux qui mettent les PJ sur un piédestal. Vous êtes les héros de ce monde. Sous-entendu, vous êtes en privilège, vous êtes en force, et donc ça monte souvent à la tête. J'ai remarqué ça, enfin c'est logique aussi, mais chez beaucoup de joueurs, souvent des joueurs débutants aussi, on a l'impression qu'on peut tout faire et que c'est la liberté et que finalement on se rit du danger, quoi. Alors c'est aussi ce qui est un peu, on pourrait objecter que c'est aussi ce qui est un petit peu sympa dans le jeu de rôle, c'est de pouvoir être un peu spécial au fond, mais par là même, je trouve que ça ancre pas tout à fait la mortalité du personnage. Bon, et ça, c'est quand même globalement valable plutôt dans les univers d'Heroic Fantasy, j'ai l'impression. Ouais, à fond, ouais. Oui. Parce que si t'es sur du RP Alien, oui. Tu te dis pas que t'es un putain de héros et que tu vas aller le marave à main nue. Il y a évidemment l'inverse, mais c'est plus pour cibler l'effet peut-être un petit peu à double tranchant de ces jeux qui ont tendance à vraiment forcer pour expliquer l'entrée dans l'univers que voilà, vous êtes des héros. Vous allez faire des choses géniales, vous avez éventuellement des pouvoirs, éventuellement des armes, des armures que le commun des mortels n'a pas. Ça monte un peu au crâne et puis on a tendance à être un petit peu fougueux au départ. Et c'est là où du coup ces points de destin sont vraiment intéressants parce que ça remet une bonne dose de réalité dans la gueule et on se rend compte de ce qui risque de nous attendre au bout du chemin. Oui, et puis en fonction du jeu, il y a aussi les points de vie qui sont déjà un premier rappel. C'est vrai. À dire que c'est un peu la petite jauge et la grosse jauge. La petite jauge, c'est les points de vie quand ça baisse. Bon, c'est moche, mais ça peut passer. Par contre, quand il y a un point de destin qui saute, là, ça commence à être beaucoup plus risqué. Donc on se rend quand même bien compte que c'est quand même avant tout une mécanique de jeu, dans le cas qu'on cite, qui force la représentation de la mort, et donc qui implique un certain changement dans notre façon de jouer. Oui, ça, ouais, la force insidieusement. C'est ça. Mais effectivement, comme je le disais, c'est plus on se retrouve face à la réalité de la mort, plus on va être réaliste par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est aussi là où on voit que la différence avec le rapport à la mort qu'on a IRL dans la vie, il est de plus en plus, c'est de plus en plus fin ce mur de la fiction, il est de plus en plus fin parce que si on est vraiment impliqué et que on joue 100% RP, il y a un moment où on se dit en fait oui, là c'est la vraie mort, et sans avoir la peur de l'inconnu et l'absence totale de conscience, on sait que ça va signer la fin de notre participation ou autre. Donc je pense que oui, ce changement de gameplay, il est vraiment intrinsèquement lié à notre rapport à la mort, et ça peut se manifester, je suppose, de plusieurs façons. Carrément. Ça vous est arrivé, vous, de vous retrouver dans des situations de danger où, justement, vous savez que si vous faites un pas de travers, ça se passe pas bien, et vous allez peut-être changer votre façon de jouer votre personnage, alors que peut-être son background indiquerait qu'il ferait plus quelque chose ou autre chose. Alors ça m'est arrivé récemment, mais du coup le perso est effectivement mort. Raté. Mais il avait mort de s'être écarté de sa ligne de conduite. C'est ça. Il s'est pas tant écarté de sa ligne de conduite, justement. Je pense que j'avais réussi à pas trop mal jauger son évolution. C'est un personnage qui était quand même un fanatique au départ, donc dans Warhammer, fanatique de Sigmar, voilà, dieu fondateur de l'Empire, tout ça. Donc le mec, il est tout le temps en train de se dire Sigmar me protège. En plus, dans Warhammer,
Dans le système de règles, on te dit que normalement quand t'as la carrière au-dessus de Fnatic, donc flagellant, je crois que t'es pas censé porter d'armure. Je crois que je sais pas si c'est déconseillé. Je aussi. sais plus si c'est Mais il y a un oui, truc, c'est possible. il y a un truc lié au fait de porter des armures. Mm. Enfin voilà, c'est vraiment mon Dieu me protège, je m'en fous. Et bon, le perso, il a eu en tout 4 points de destin, ce qui est beaucoup. Grâce à la générosité du MJ. Mais de rien. Bon, il y en a Avec 2 plaisir. qui ont été perdus de ma faute, mais je rentrerai pas dans les détails. Mais c'était clairement moi qui avais fait n'importe quoi. Enfin, je me suis jeté sur des mecs armés à main nue, mais voilà. La base, quoi. Voilà, la base. Les 2 autres, c'est dans d'autres circonstances. Et finalement, le personnage, quand il s'est retrouvé à 0 point de destin, et même avant ça, il avait déjà commencé justement à entamer une remise en question, de se dire bah ouais, en fait, je passe ma vie à foncer dans le tas comme un bourrin. Bon, déjà à la longue, de toute façon, c'était pas très intéressant à jouer, donc il fallait que le perso évolue. Mais en plus, ça a fait qu'il a commencé déjà à se poser des questions et à agir de manière moins brutale. Ouais. Et puis bon bah finalement, il est mort contre c'était un vampire. C'était un vampire, ouais. Contre un vampire pour essayer de sauver un de ses amis. Donc ça va. Il a réussi sa mort. On peut dire qu'il a réussi sa sa mort. mort. Non, mais en fait, c'est là où il y a une véritable question, c'est de savoir si est-ce que parce que notre personnage se rapproche de la mort, on infléchit la façon qu'on a de le jouer, ce qui est logique puisque le personnage est humain, s'est fait peur ou en conscience de ce qu'est la mort, c'est assez logique qu'il finalement change un petit peu d'approche sur la question. Donc dans le cas que Grimm cite, moins foncer l'esprit léger avec l'assurance que son Dieu le garde, mais plus se dire, prendre conscience en fait de sa propre mortalité. Mais à quel moment est-ce que ça devient un peu trop anti-RP parce qu'on est finalement dans l'optimisation HRP, de ne pas trop se mettre en danger pour repousser la mort. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a une limite. C'est-à-dire que là, le personnage, il continuait à foncer dans le tas, mais de manière plus réfléchie. Il essayait d'élaborer une espèce de stratégie, quelque chose. Mais si le perso, il avait complètement arrêté de se battre, là, ce serait devenu assez bizarre, quoi. Enfin, là, il serait tombé vraiment à l'opposé de son RP. Je sais pas pourquoi j'avais l'image du personnage genre à 3 points de destin, taper, et quand il lui reste plus qu'un point de destin, c'est taper, pas de bourré, taper. C'est un peu ça. Il a adapté sa stratégie à la situation. Non mais en prenant un cas moins extrême que il arrête de se battre, il y a ceux qui continuent de se battre, je vais pas citer de nom, il y a ceux qui continuent de se battre mais qui du coup optimisent absolument tout. Je vais prendre le meilleur bouclier et je vais absolument chercher à me mettre dans la meilleure position possible sur le champ de bataille en me foutant en posture défensive parce que je ne veux pas mourir. Et qui mettent beaucoup trop de détails. Exactement, par exemple. Et la conclusion, c'est que le perso, il s'est pris une réussite critique d'un énorme mob, d'un semi-boss, et que lui, il a fait une réussite critique en défense, un échec critique en défense derrière, et il est mort quand même. Donc, mais au-delà du résultat qui est bien fait pour sa gueule, la question, c'est plutôt de se dire, jusqu'à ce que cet instant tragique arrive, finalement, toutes ces actions auront été des actions déconnectées du RP, des actions froides, hésitantes, purement stratégiques, qui finalement sortent tout le monde du jeu, quoi. Donc, réussir à faire la part des choses entre l'interprétation juste, rester fidèle à son RP, marquer la transformation du personnage face au risque de la mort parce qu'il y a déjà rééchappé, et le côté tech purement HRP de je m'optis à fond pour pas crever, quoi. Oui, après, ça peut peut-être se marquer aussi. Imaginons encore une fois un personnage qui a tendance à foncer dans le tas de manière générale et qui là se retrouve effectivement dans une situation où c'est un peu la merde. Il a peut-être déjà pris 2-3 coups. Il se sent acculé, mais même si c'est un gros guerrier qui est censé n'avoir peur de rien, est-ce que aussi le fait de se dire si je veux pas qu'il meure, ou en tout cas si je veux qu'il ait une réaction par rapport à la mort, est-ce que je pourrais pas le jouer moi-même en étant hésitant, tremblotant, en décrivant davantage tout ce qui est j'ai des sueurs froides, je suis plus sûr de pouvoir bien tenir mon épée parce que j'ai perdu ma combativité et ce genre de choses. Est-ce que ce serait pas une bonne manière de transiter malgré le fait que ça éloigne de la ligne de base? Si, c'est très bien.
parce que ça s'inscrit dans une transformation. Le but pour moi, hein, le but, c'est pas de rester sur une ligne de base de A à Z, parce que ça veut dire qu'il se passe rien dans la vie de ce personnage-là. C'est une machine. C'est une machine, parfaitement. Non, la proposition d'interprétation que tu donnes, PL, je pense, est complètement la bonne. Elle ne trahit pas la ligne de conduite initiale, elle marque une évolution. Mais par contre, c'est bien, je pense que c'est à encourager, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait l'interpréter. Ce que je désigne plus, c'est finalement le combat qui a lieu RP, HRP, à savoir, il faut que j'accepte la possibilité que mon personnage meure et soit de plus en plus proche de cet état de fait. Et pour autant, il faut que je reste RP. Il ne faut pas que je laisse le HRP prendre le dessus. Ouais, là, c'était vraiment un cas où la personne s'est dit non, il ne faut pas qu'il meure, donc je vais tout faire pour pas qu'il meure. C'est-à-dire que la personne se mettait à utiliser toutes les mécaniques de jeu possibles pour pas que le personnage meure, sans que les réactions du personnage, en dehors de tout ce contexte, aient évolué par rapport au début. Exactement. En fait. Il était toujours aussi... en plus, c'était un personnage assez violent. Voilà. Le personnage était toujours très violent et tout. Mais dès qu'il se retrouvait dans une situation de combat, comme il était dans une situation risquée, il avait utilisé la moindre mécanique possible dans le gameplay pour essayer de s'en sortir ou de se sécuriser au maximum. Quoi. Voilà. Il avait bien lu le bouquin. Voilà, sans que les intentions du personnage aient l'air d'avoir évolué. Exactement. Okay. Bon, ce qui est pas, c'est pas un reproche. Je trouve que c'est dommage dans l'interprétation. Maintenant, encore une fois, ça nous renvoie encore une fois à l'idée de voir mourir notre personnage, ce que beaucoup de personnes ont du mal à, non pas à accepter, mais en tout cas à se figurer. Donc, je comprends la réaction, en tout cas. Ouais, oui, c'est vrai que ça reste... surtout que là, c'était déjà son deuxième personnage. Maintenant, il en est au troisième. Il gagne en expérience. Il gagne en expérience, voilà. Il se désensibilise. Et en détachement. Voilà. Donc maintenant, il peut crever sans sourciller, il n'y a pas de problème. C'est ça. Même pas une petite larme. Il va toujours brandir son bouclier. Selon le même angle, la même posture. C'est ça. Mais tu as fait pour la troisième fois un barbare. Bah oui, mais le premier est mort, le deuxième est mort, il faut bien qu'il y en ait un qui survive. Ah bah oui. Et d'ailleurs, par rapport à ce deuxième personnage qui est mort, c'est vrai que du coup, la mort, ça s'inclut dans le scénario. Et ce deuxième personnage, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié. Il n'a pas été présent, il était présent un certain temps. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il est décédé, on a fait comme on a un peu agi comme s'il avait jamais existé. Oui, après il n'y a pas non plus un devoir de mémoire systématique. Hein. Les personnages entre eux ont des relations, même si ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a nécessairement une forme de relation qui se met en place, mais c'est pas nécessairement une relation profonde d'amitié. Non, mais c'est vrai que je sais plus si on a ne serait-ce qu'un mot pour dire. Je crois qu'on a même pas dit tiens il est mort. Enfin c'est. Voilà. Vous avez remarqué, il est plus là. Il est plus là. Vous avez même pas scénarisé sa mort ou un truc. Si, c'était dans une fuite épique face à l'envahisseur. Oui, c'était quand même un moment. Il est resté en arrière. Ah oui, mais il est mort comme une merde quoi. Ouais, après ça. C'était un moment d'urgence assez compliqué à gérer, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est ressorti de ça, on lui a fait c'était ça y est, il y avait son reroll qui était arrivé. On a dit salut, ça va. Toi t'as l'air sympa. Plus que l'autre, comment il s'appelait déjà? Je ne sais plus, aucune importance. On s'en fout. Non, mais effectivement, ça a des impacts de jeu à tout niveau, et donc dont des impacts de scénario, de scénarisation, la façon de mettre ça en œuvre. Après, il y a des moments où c'est dur à mettre en œuvre, quoi. Il a foiré son jet, il est mort. C'était un poivreau à la taverne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, il a foiré son jet, il est mort. C'est vrai qu'il y a un point aussi par rapport c'est que le maître du jeu aussi peut se retrouver à être attaché au personnage. Et donc, c'est vrai que par un moment, il y a ce côté, il est MJ trop gentil, il est MJ trop méchant. Il y a un juste milieu. Il y a ce MJ qui va, notre personnage va faire un échec critique face à un boss ultra puissant, et puis il aura une côte fêlée. Et voilà. Et à côté de ça, il y a un perso qui va un petit peu rater un jet et qui va se faire broyer la tronche. Donc c'est. Ouais, il y a des extrêmes, on va dire. Ouais, c'est ça. Puis il y a un juste milieu à trouver, mais en tous les cas, ça a toujours un impact dans la conduite du scénar. Puisque en fonction des cas, si on prend... généralement, dans ce genre de contexte et de jeu, en général, on aime plutôt bien le compagnon qui vient de disparaître, et donc,
sa mémoire, on s'attend à honorer sa mémoire. Donc on s'attend à être conduit dans une situation de jeu où les personnages peuvent se recueillir. C'est pas toujours possible, mais on s'attend à ce que ce soit un petit peu la suite logique, quoi. Oui, déjà par rapport au groupe, le fait de se dire ok, il y a un nous qui arrête temporairement de jouer, parce que les rerolls, si jamais la personne décide de rejoindre un autre personnage qui va rejoindre le groupe, ça ne doit pas forcément se faire immédiatement, sauf si c'est le tout début de la campagne et que ce serait complètement con que le personnage meure. Mais dans ce genre de cas, il faut aussi, juste par compassion et par camaraderie, quoi, tu te dis, ok, bon, son personnage est mort, peut-être le temps que chacun se décide de comment gérer ça, même pour que le MJ puisse s'imaginer comment réintégrer un autre perso dans pas trop longtemps, etc. Peut-être utiliser ce temps-là pour jouer le deuil, inventer une manière de réagir vis-à-vis de cette mort-là. Et vous parliez du personnage qui était mort et que votre groupe avait oublié très vite parce que vous en foutiez, que son personnage était relou. C'est bien résumé. Oui, dans des cas où c'est l'inverse, où tu as créé des liens, où tu as peut-être fait des scènes de discussion au coin du feu et que ça a fait certaines choses, ça pourrait potentiellement créer des traumatismes ou en tout cas des changements des changements de gameplay, pas radical, mais juste sur des petits détails vis-à-vis des autres. Je crois. En fait, c'est toujours un petit peu la difficulté, je trouve, c'est que comme c'est un événement de transformation évident, on a perdu notre pote, on a les boules, évidemment, tout le monde s'en empare, mais ça a souvent tendance, je trouve, à être joué d'une façon assez extrême. Genre, tous les persos d'un seul coup vrillent et changent. Alors, il y a des situations où ça justifie. Ah, il est mort. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. Genre, ils deviennent tous dark et vengeurs, quoi. Genre, transforment en émo. Ouais, voilà, c'est exactement. Et non, mais non, je peux plus faire ça. Je suis trop triste. Putain, je suis trop vieux pour ces conneries. Ça fait penser à la série Noob Dark Avenger. Oh là là. Non mais je peux pas continuer la quête, ça va pas. Mais il s'est coupé un doigt. Non, mais c'est beaucoup trop. Non, trop de violence. En même temps, il n'y a pas 35 000 façons de réagir à un truc comme ça au moment du deuil, mais je pense que les transformations, elles peuvent être graduelles et pas forcément aussi ni décisives ni extrêmes que la façon dont c'est joué assez souvent. Enfin, pas toujours, hein, mais quelquefois, c'est un peu grossier, c'est un peu le piège facile, quoi. Oui, puis surtout, là où c'est le piège facile, puis surtout que c'est là où c'est vraiment un gros piège, c'est que ça peut durer. Enfin, il y a certaines personnes pour qui ça peut. C'est ce qu'on dit dans l'intro, ça peut durer 1000 ans, quoi. Ah ouais, c'est ça. Le personnage, je suis pas bien. Faut que je me recueille et tout. Ouais, enfin bon. Là, on est en train de jouer aussi. Là, ça ralentit vachement l'action. Enfin, l'action. Alors, ça peut être un moment choisi et voulu par l'ensemble du groupe, mais il y a un stade où surtout que là on parle majoritairement de jeux un peu d'aventure et tout ça, il y a un moment où il faut un peu repartir et avancer, et ça peut impacter, comme tu le disais PL, ça peut impacter les personnages et même impacter leurs stats. Ça je pense que c'est des mécaniques qui peuvent être réfléchies. Je me demande si ça n'existe pas déjà, mais j'avoue que j'aurais pas de référence en tête, mais je crois que ça existe déjà, ce genre de mécanique. Ouais, c'est très probable. Mais de toute façon, après, on peut toujours invoquer des règles maison qui rendent par les règles l'état d'esprit des persos, quoi. Ouais, pareil, enfin des trucs à la con, mais par exemple, imaginons un des personnages a été copain de beuverie d'un des autres, maintenant quand le personnage va aller boire un tel alcool dans un bar, il va avoir le blues et il aura l'alcool triste, tu vois, ou ce genre de conneries. Ça peut être ce genre de choses. Ouais, ça colle des malus de sociabilité, voilà, de charisme, de ce genre de choses. Oui, c'est vrai que ça peut être intégré dans des mécaniques de jeu, mais du coup. En fait, c'est quand même une question délicate à trancher parce que si c'est important un petit peu pour tous les personnages, ou en tout cas pour une partie du groupe, vraiment de jouer le deuil d'une façon un petit peu durable et pas pour une autre partie du groupe, là il y a un petit conflit HRP
Et c'est difficile de dire, bon, écoute, nous, ça nous fait chier de jouer la tristesse, on veut repartir à l'aventure. Pourtant, c'est tout à fait légitime parce qu'on n'a pas forcément non plus envie de se ruiner le moral à Sherpé, à laisser pérenniser ce genre de situation trop longtemps. Et puis il ne faut pas oublier que techniquement, si on joue un groupe d'aventuriers, ça fait partie de la vie d'aventurier que d'être face au danger tous les jours. Donc voir des gens mourir, c'est quelque chose de quotidien pour un aventurier. Ouais. Enfin quotidien, ou quasi quotidien. Ouais. Donc de là à... Tous les jours, je vois au moins une personne mourir. Voilà. Ils ont moins de scrupules quand ils vont trancher des bandits. Hein. Là, moi, je te le dis, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, vrai que techniquement, oui. Oui. Ah, c'est ça. On est confronté à la mort, même si c'est pas dans notre camp. En tant qu'aventurier, on est confronté à la mort tous les jours. À chaque fois qu'on fait une session, en tout cas. Très souvent. Ouais. Voilà, très souvent. Donc, faut pas oublier ce point-là et se dire que, ok, ça peut être triste, mais c'est une réalité qui fait partie entre guillemets du métier. Et donc, ce serait contre-productif de vouloir donner un peu trop de crédit à ce genre de situation RP et au contraire d'essayer de redonner un rythme et de donner l'occasion à la personne qui a perdu son personnage de repartir avec autre chose, d'avoir quelque chose de positif finalement à en tirer. Et en tout cas, si c'est l'axe RP que l'un des joueurs veut prendre, à savoir, je pensais que dans ce métier, on s'habitue à la mort, mais j'y arrive toujours pas, et là, c'est une fois de trop, pourquoi pas ? Mais si c'est tout le groupe, ça marche plus, en fait. Là, on rentre dans une espèce de tourbillon de négativité. L'apathie arrive et là on fait plus grand chose. C'est le moment d'arrêter la campagne. Franchement, ça met les choses en. Ouais, je trouve que ça met vraiment le jeu en danger, quoi. Ouais, c'est vrai que ça remet les choses en perspective en tout cas. Alors après, c'est intéressant qu'il y en ait un ou deux, pourquoi pas, concernés et le reste du groupe qui soit là en train de. Ça peut donner lieu à un dialogue intéressant qui essaie d'une certaine façon de les réconforter, mais en tout cas de leur faire prendre conscience que c'est la réalité et il faut qu'on continue. On va pas s'arrêter. Malheureusement, lorsqu'un des nôtres tombe, et puis c'est aussi une voie de faire le deuil qui est pas seulement de s'apesantir sur la tombe du mec, mais de dire lui, à notre place, il aurait continué, il savait ce que c'était, machin, et voilà, et on passe à autre chose. Oui, et surtout, ne pas l'envisager que comme un gros moment où tout le monde s'apitoie et deux sessions après, non, mais en fait, c'était qui lui au fait. Oui, en plus, exactement. Il y a aussi cette dérive qui est que on va le jouer à fond maintenant, on va tout balancer et après plus rien. Alors c'est bon, on l'a fait. Ouais, c'est ça. Alors qu'au contraire, ça peut être un ressort scénaristique pour le MJ de faire des petits rappels et de jouer un petit peu avec ça, pas forcément pour alourdir une session pour le groupe, mais plus pour faire réagir, pour faire rebondir, pour potentiellement créer des nouvelles manières d'envisager son propre personnage. C'est-à-dire que, si tu te souviens de tel truc par rapport à l'ancien personnage, c'est que finalement ça t'a un peu impacté de telle manière, donc pourquoi pas envisager ton personnage avec pas un autre gameplay parce que ça, comme je disais, c'est un impact mineur, mais plus une façon d'interagir avec l'univers qui est un peu différente parce qu'elle a été un peu impactée par ces détails-là. Ouais. Et puis même avec le reste du groupe, je trouve que ça peut même devenir. Je trouve ça intéressant que le personnage il reste quand même un souvenir dans la mémoire des autres personnages. Du coup, le personnage mort reste dans la mémoire des autres, des vivants. Et c'est vrai que dans l'épisode sur la violence, on parlait des sessions feu de camp ou taverne ou les choses comme ça où c'est que de la discussion. Et justement, c'est des moments qui sont super intéressants et hyper propices à ça, à ce que le personnage ressorte sans que ce soit tire l'arme, machin, où il n'y a rien qui va, mais que ça reste un souvenir un peu potentiellement positif, de dire tiens, tu te souviens de machin quand il a fait ça Et ça pourrait même être carrément drôle de faire une session feu de camp justement où t'as le joueur dont le personnage est mort réapparaît. C'est un peu comme dans les films où t'as un personnage qui est mort et t'as la personne qui lui est la plus proche qui se la remémore et elle apparaît à l'écran en mode ils ont un dialogue, tu vois. Ça pourrait être l'occasion de refaire la même chose. C'est marrant, ouais. Mais ça serait super intéressant, je trouve. Vrai. Sinon, l'autre variante de ça, c'est de faire une session dans le monde des morts avec tous les persos de la campagne qui sont morts. Et du coup,
Tu joues les morts, mais tu joues aussi tes vivants qui vont voir les morts ou Ah non, peut-être pas à ce point. on joue 2 persos chacun. Oh la vache. Au moins 2. Au moins 2 chacun. Non, mais par contre, blague à part, c'est pas que des idées en l'air. Ça peut être une façon très très intéressante de justement marquer le deuil et aussi une façon HRP de le dépasser. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, à mon avis, que dans ces situations-là, c'est pas que du RP. Ah non, on doit jouer le deuil, on joue le deuil quelquefois. Il y a aussi l'impact HRP qui est en général, c'est le joueur qui a perdu son perso qui est le premier dégoûté, mais tous les autres HRP par compassion vont dire ouais, t'inquiète pas, on va te faire un bel hommage à ton perso. On va le faire, on sait que c'est important, machin. Sans se le dire, tout ça est très tacite, mais souvent il y a un peu ça, tu vois. Il y a vraiment ce côté. En compatie, bro, t'as perdu ton perso, t'inquiète, on va vraiment s'investir dans la mémoire du personnage. Comme ça, il vivra encore un peu. Mais encore une fois, c'est la voie simple, c'est la voie facile. Ce moment du feu de camp où tout le monde chiale. Je dis pas que c'est nul, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais Ah non, mais justement, moi ce que je disais, c'est que tout le monde n'a pas. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ne chialent pas à ce feu de camp. Oui, bien sûr. Non, mais ouais. justement, c'était pour oui. recontextualiser. Plutôt que de faire feu de camp, tout le monde chiale, inventer de nouvelles manières de faire vivre ce deuil-là, la façon dont tu le décris, ou dans le monde des morts, ou dans des discussions un peu plus joyeuses, ou qui mettent plus en valeur finalement le défunt. C'est d'autres façons de faire, moins standardisées, et qui, je pense, donne une dynamique qui tue pas complètement le jeu ou la campagne. Et puis à Charpet, t'auras toujours Jean-Michel qui va dire « Oh mais putain, on synergisait bien là Ah ça c'est sûr, ouais. Oh, on pourra plus faire le combo, tu sais. Tu sais, avec mon bouclier, et puis toi... Oh merde Non, quand il jetait des boules de feu sur mon bouclier réfléchissant, c'était hyper pratique. Je voulais ajouter aussi que ça fait aussi partie des choses qui peuvent être parfaitement discutées. Plutôt que de se lancer maladroitement dans une session deuil et chagrin, on peut se dire avant, écoutez, de quelle façon est-ce que vous auriez envie de le jouer ? Comment vous voulez faire ? C'est un truc qui peut être complètement planifié. Même, est-ce que vous voulez le jouer ? Et est-ce que vous voulez exactement ? Mais oui, tout à fait. Oui, parce qu'on peut se dire, il est mort, ok, là, la prochaine, fin de la session parce qu'il est mort. Ou en tout cas, c'était déjà prévu que la session se termine là parce que c'était un combat important et malheureusement, il y en a un qui est mort. Prochaine session, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, tu veux refaire un perso ? Ok, est-ce que vous voulez qu'on fasse particulièrement quelque chose pour cet événement-là ou pas ? Et si c'est pas le cas, en vrai, tu repars juste avec un autre perso et de temps en temps, le MJ peut toujours se permettre de placer 2-3 rappels, mais sans que ça devienne lourd, quoi. Bien sûr. Oui, ça, faut pas que ça pèse sur le jeu non plus et qu'il y ait... qui est l'esprit des personnages défunts qui planent au-dessus des sessions comme ça à regarder. Comme dans Star Wars. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils peuvent pas partir et laisser les gens tranquilles. Faut qu'ils reviennent pour balancer des prophéties, des trucs, des machins. À la force, ça a bon dos. Ouais, surtout que, je reviens sur le fait de lui donner de l'importance ou pas. Ça dépend aussi comme on l'a dit au tout début, mais il y a des jeux où le fait de mourir, ça fait partie intégrante des mécaniques. Donc, si on devait s'attarder sur chacune des morts, ça serait ça serait absurde, ça serait hors sujet en fait. Voilà, ça n'irait pas. Ouais, ça durerait beaucoup trop longtemps. Ouais. Ce serait un peu lourd quand on joue à des jeux comme typiquement Run Die Repeat où c'est qu'un seul personnage qui est joué par tous les joueurs, mais c'est vrai que le perso il est censé mourir en boucle et revenir. Un peu à la manière d'un Dark Souls qu'on citait. D'ailleurs, il y a presque que comme ça qu'on peut avancer. En fait, c'est que en mourant qu'on se rend compte que le choix qu'on a fait était bon ou mauvais. Non, c'est juste que le choix on peut pas le refaire, mais c'est surtout qu'on a une chance sur 6 de passer l'obstacle en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le dé. Alors pour expliquer une situation typique pour ceux qui connaissent pas, par exemple dans Run Die Repeat, comment ça se en gros passe ? Quand ça se joue, donc nos personnages sont dans un cauchemar. Enfin, le personnage est dans un cauchemar, il est joué par chaque joueur à tour de rôle et il doit sortir. En fait, à chaque fois qu'il tente une action, il jette un dé. S'il fait 6, il réussit l'action, sinon il meurt et il revient au début. D'accord. Et on peut pas retenter. Simple, efficace. Voilà, simple et clair. efficace. C'est un jeu sur le site Trop Long Pas Lu, donc où il y a plein de jeux en. T'imagines jouer à Warhammer avec cette règle ? Si tu fais 6, tu y arrives, sinon tu meurs. Ah, mais surtout, grave. Mais surtout, t'imagines jouer le deuil à chaque fois. Ouais, mais le perso revient. Ah oui, c'est vrai. Il ressuscite à chaque fois. Enfin, il ressuscite.
Encore ce putain de gobelin. Mais une action qui a été échouée ne peut pas être réessayée, donc à chaque fois il faut trouver une autre solution pour se sortir de la situation jusqu'à réussir à sortir complètement. Et il y a un timer, et à la fin de ce timer qui fait généralement 45 minutes, 1 heure, si le personnage n'est pas sorti du cauchemar, il est mort. Enfin, il est bloqué dans le cauchemar en tout cas. Ouais. Il meurt en vrai. Il meurt en vrai. Non. Bah, dans la même série, des jeux qui changent un peu notre rapport à la mort. Dans l'appel de Cthulhu, donc Grimm était un très grand fan. On a fait beaucoup de scénarios ensemble. En tout cas, on a joué pas mal de parties là-dessus. C'est vraiment dans le contrat que ça va pas finir bien, quoi. Oui, c'est ça, le perso il est pas là pour durer. Les points de santé mentale ils fondent à vue d'œil. Le perso il. Et puis généralement, ça fait partie de ces jeux, surtout Cthulhu Dark, mais on en parlait dans les blessures où justement il n'y a pas de blessure, c'est la moindre confrontation. En fait, c'est la mort directe parce qu'on affronte des choses qui dépassent complètement l'entendement humain. Oui, c'est ça, ouais. Donc on remarque quand même que cette distance face à la mort du personnage, elle est aussi très accentuée par le fait de jouer à des jeux plus courts, des jeux one-shot. Où là, il y a moins de. C'est pas pour ça qu'on s'implique pas dans notre perso, mais il y a moins finalement d'attente, étant donné que à la fin du scénario, a priori, c'est terminé, quoi. Oui, avoir l'envie absolue de survivre, ça fait pas partie de. Enfin, en tout cas, c'est pas une manière saine d'envisager le gameplay dans ce genre de jeu, en tout cas. Surtout des jeux comme ça qui sont typés un peu horrifiques où même la mort de tous des personnages peut être une finalité un peu voulue pour créer une ambiance, justement. C'est marrant parce qu'on en parlait avant l'enregistrement, mais pour générer une ambiance, justement, il peut y avoir ce truc d'un étau qui se resserre. Mais en fait, comme c'est un one-shot horrifique, l'étau il se resserre sans fin et justement à la fin, les personnages ils sont un peu morts. Oui. Bah ouais. Pareil, Dungeon Crawl classique où là on va créer une chier de perso et ils vont tous crever les uns pour les autres. C'est ça. J'aimais bien ce principe de création de plusieurs persos pour se dire, ok, si à la fin de l'introduction t'as survécu, enfin ton perso n'est pas mort, tu peux commencer à le jouer en te disant, ok, là c'est un survivant, je joue un survivant, tout va bien. Ça rajoute un peu ce côté aventurier, d'ailleurs un peu héros de l'histoire. C'est qu'au départ, quand on commence le jeu, on crée 4 personnages par joueur. Ouais. On va jouer les 4 personnages et à la fin, ils sont tous niveau 0. Et à la fin du scénario d'introduction, en fait, on joue le seul survivant. Parce que le jeu est ultra punitif et veut qu'il reste quasiment plus personne. Ou alors à la fin de l'introduction, tu deviens schizophrène parce que t'as envisagé toutes les façons d'interpréter les 4 personnages. Non, mais justement, là, ça pousse à se réfréner et donc on s'attache beaucoup moins dans ce genre de situation. Ça fait penser un petit peu, pour faire un parallèle avec le jeu vidéo, à Darkest Dungeon, où l'idée, c'est ça, c'est vraiment qu'on crée des compos d'aventuriers interchangeables, c'est les mêmes classes, avec les noms qui vont changer, et puis on va faire une run, et puis il y en a qui vont crever, revenir à moitié fous, déglingués et tout. Donc ça limite un petit peu l'attachement. Paradoxalement, je dirais qu'on a tendance du coup à s'attacher à celui qui s'en sort le mieux ou à ceux qui s'en sortent le mieux. Oui, on veut leur mettre les petits bonus de stats, c'est pour eux, c'est le meilleur stuff. Le stuff. Puis je pense que dans Dungeon Crawl classique, quand on crée nos 4 personnages, même au moment de les créer, je pense qu'il y a un peu un côté j'aimerais bien que ce soit lui qui survive. Oui, c'est sûr. Lui, je l'aime bien, j'aime bien l'idée, j'aimerais bien qu'il tienne bon. Mais bon, on s'investit moins, on y met moins de nous-mêmes dans ce genre de création de perso. Mais j'avoue, j'ai ressenti un peu la même chose parce que j'ai testé pour la première fois XCOM 2 il y a pas très longtemps. Et je sais pas si vous connaissez un peu le c'est un jeu de stratégie au tour par tour. Okay. Où en gros tu as des soldats et tu dois combattre des extraterrestres. Ok. Et donc chacun a sa spécialité évidemment. Sauf que la moindre blessure que prend ton soldat, il va devoir se retrouver en convalescence pour pouvoir faire sa prochaine mission à 100% de points de vie. D'accord. Et du coup, en fait, tu essaies de recruter un maximum de personnages pour pouvoir justement garder cette compo opti, entre guillemets. Ah oui, d'accord. Et t'as les boules quand ton perso qui n'a pris aucun dégât depuis le début, sur la 6e ou sur la 10e mission, il se prend un vieux pet et après, t'es obligé de te retrouver avec une compo de merde. Donc, voilà, je vois le truc. On sent qu'il y a un rapport beaucoup moins incarné finalement dans au du jeu perso.
vidéo, quoi. Ouais. Oui. hors RPG, c'est vrai que dans le jeu vidéo, tu vas pas incarner Non, n'importe bien sûr. lequel des personnages. Et j'ai l'impression que ça justifie autant que pour ce dont je parlais pour les wargames. C'est tu as une représentation c'est physique ça, exactement. externe à Distancié, toi-même, quoi. externe, Mm. ouais, c'est vrai. Et par contre, pour l'attachement, il y a aussi, du coup, il y a un dernier jeu dont je vais parler qui parle un peu de tout ça. Il y a 2 jeux en fait. Il y en a un, c'est Sniffles, qui est un jeu qui est un peu inspiré de Darkest Dungeon justement, qui est donc c'est du jeu powered by Apocalypse, by The Apocalypse, qui est assez punitif. Et c'est assez marrant parce qu'il propose une espèce d'alternative au point de destin. C'est-à-dire qu'au moment où le personnage meurt, une fois par personnage, on peut négocier avec la mort et pour pouvoir revenir. Mais du coup, il y a une discussion avec le MJ C'est pour marrant. essayer de dire non, s'il te plaît, non, s'il te plaît, me tue pas quoi. La Mais par prochaine contre- fois, je t'amène tes bières préférées. Hein. Mais par contre, le personnage doit sacrifier quelque chose pour ça. Et Ah oui, du il y a coup, une il contrepartie. revient, il est quand même un peu changé. C'est pas exactement lui. Il a quand même survécu à un décès réel, puisque là, il a quand même vu la mort. Ouais. Et il a négocié avec elle. On se croirait dans le Disque Monde d'ailleurs. Oui, il y a un peu de Ah, ça. s'il te plaît, vrai. c'est bon, hein. Allez. Mais du coup, il revient un peu changé. Je trouve que ça, justement, ça apporte un peu des modifications par rapport à une perte d'équivalent de points de destin. Mais c'est aussi un choix du joueur de dire je négocie ou non, puisque de toute façon, le jeu est aussi fait pour que nos personnages soient un peu, meurent assez régulièrement. Et le deuxième, surtout, c'est le projet de Linarco, que j'ai suivi sur le Discord courant alternatif, qui est un jeu de rôle Dark Souls non officiel. Ah yes. Et du coup, la mort est une mécanique à part entière. C'en est où ce On a projet fait là on a fait plein de vannes sur c'est le Dark Souls du JDR, mais Voilà. là, c'est Là, c'est le vraiment Dark Souls JDR. Mais c'en est où ce projet d'ailleurs Là, c'est très très bien avancé. Il est quasiment sur la fin. Ok. Justement, tous les textes ont été tapés, relus 20 fois. Enfin, je me suis inscrit sur ce Discord il y a plus d'un an et ça commençait à avancer. Et là, c'est bien. Ouais, C'est là, bien ça commence à entamé, être là. Bien entamé. D'accord. On n'a pas mis les règles de D&D dessus par hasard. Non, contrairement au jeu officiel qui va Non, sortir. non, ils ont choisi plutôt Cthulhu Tech. Ah ouais, super. Non, Super c'est un jeu. système entièrement original, mais du coup, il y a cette notion de. Alors, bon, c'est lié à Dark Souls en soi, mais ça fait que le personnage a des points d'humanité, il en a 20. Et en fait, à chaque fois qu'il meurt, il va perdre de cette humanité. Et petit à petit, ça va avoir beaucoup d'impact, puisque dans Dark Souls, donc, les humains ont une malédiction qui font qu'ils reviennent sous forme de morts-vivants à chacune de leurs morts. Et plus ils meurent, plus ils évoluent vers l'état de carcasse, et donc, de holo en VO, en anglais. Donc ils deviennent vides, des coquilles vides qui sont juste des boules d'agressivité, ils perdent tout souvenir, etc. Et donc au début du jeu, on va créer des souvenirs au personnage, un background, pas mal de choses. Et au fur et à mesure que ces points vont diminuer, on va perdre des souvenirs, donc ce qui construit l'identité du personnage. On va perdre l'apparence du personnage va se dégrader, donc ça va créer des malus pour interagir avec d'autres êtres humains. Et donc j'ai lu ça et j'étais assez super impressionné parce que ça intéressant. marche super. Enfin, je trouve Ah que ouais. c'est parce que justement je me suis demandé à quoi ça peut ressembler un jeu de rôle Dark Souls en sachant que la mort doit faire partie des mécaniques de jeu et je trouve que là ça a l'air Ça donne envie d'essayer. très bien en tout cas. amené. Donc ça veut ouais. dire que c'est plutôt un jeu où t'es super fort au début et après une grosse daube à la fin, quoi. En tout cas t'as plus aucun charisme parce que tu ressembles plus à rien. Mais du coup c'est comme si t'avais 20 points de destin sauf que chaque perte de points de destin ça a un Ouais, il y a impact et des il se conséquences passe des choses. ouais, réelles. Ah, c'est intéressant. Stylé. On va suivre ça alors. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, Même si on suit pas, on aura des nouvelles, t'inquiète. il y en a au moins un autour de cette table qui va Voilà, suivre qui va ça suivre. et qui va nous bassiner avec un grim. Ouais c'est ça jusqu'à ce qu'on y joue. Non, mais après, voilà, ce qui est intéressant à noter, justement, on disait au tout début de la discussion comment on peut faire finalement pour être moins affecté, acherpé par la disparition de nos personnages. Et ben, en jouant un peu plus à ce genre de jeu qui change notre rapport à la mort de nos persos. Et ben ça peut aider à se désensibiliser, à aussi envisager la mort autrement. Et je pense que c'est important d'en faire un petit peu, d'alterner, de se donner une autre idée. Ouais, et de voir ce que ça peut donner. Ouais. Bon, pour conclure cet épisode, 4 points à retenir sur la mort dans le jeu de rôle. Donc déjà, c'est normal de s'attacher à un personnage et c'est compliqué de gérer un décès RP comme HRP. Mais bon, il faut toujours trouver le bon dosage, ne pas s'apitoyer 1000 ans et aller de l'avant sans non plus oublier le décès. Après tout, nos personnages sont des idées, ils peuvent revenir autrement. Bon, il y a aussi la résurrection, c'est sympa à utiliser. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est utilisé. Enfin, c'est
Dans les règles, il y a une règle dans Monster of the Week pour la résurrection de perso, vu que ça s'inspire de Buffy contre les vampires, Supernatural et tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais du coup, ça joue sur le fait que le personnage revienne un petit peu bizarre, Ah oui, un petit peu, voilà, c'est plus vraiment pas lui. tout neuf comme il était. Voilà, c'est ça. Là. Mais sinon, voilà, faut faire attention et puis pas rendre les persos complètement immortels parce qu'il faut qu'il y ait quand même cette part de danger. Hein. Faut qu'on perde nos points de destin Bah oui. et qu'on se dit et que le dernier point et quand on n'a plus de points de destin, il faut qu'on puisse perdre la vie. Mais non, je peux acheter des amulettes. Bon, la mort c'est aussi un élément de scénario, hein, donc voilà, ça peut apporter une notion de drame, voire réorienter une campagne. Je pense que c'est important aussi de pouvoir l'utiliser comme un élément Scénaristique. Quoi. scénaristique complet, sans forcément faire crever des personnages. Hein, ça peut aussi être des PNJ, mais ça peut rester très marquant et impactant. Et enfin, en quatrième point, du coup, il y a des jeux qui existent, qui parlent de la mort et qui justement traitent le décès des personnages très différemment, de manière moins dramatique, on va dire. Et donc c'est toujours intéressant de se pencher sur ces jeux-là et de voir un peu ce que ça peut donner. Et il y a même des jeux qui n'intègrent pas l'idée de mort. Donc voilà, si vous voulez vous écarter de cette notion-là, vous faites des jeux wholesome Voilà. et vous jouez à Cozil et tout sera bien. Voilà. Tout va bien se passer. Et tout sera heureux. Et il Voilà. n'y aura pas de problème. Et ben c'est nickel, on est bon. C'est bon. Bon, tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières et PL pour le générique. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao!